Il y a 50 ans, Paris se libérait de l'occupation nazie et du régime de Vichy. Dans une banlieue ordinaire, toute proche, un lieu avait servi d'étape à la déportation en vue de leur assassinat de 67 000 personnes d'ascendance juive. De juin 1942 jusqu'en août 1944, de ce camp de Drancy sont régulièrement et ponctuellement partis, sans entrave aucune, des cargaisons humaines de 1000 individus de tout âge et de toutes conditions, au rythme de 1 à 3 convois par semaine. Pour le cinquantenaire de la libération de Paris, l'option cinéma audiovisuel du lycée Rodin a voulu fixer par l'image Drancy à la libération. Aux témoignages recueillis par nous s'ajoute le récit de Madame André Varlin, rédigé à sa sortie du camp. Paris se libérait et nous avons été abandonnés par les Allemands, si bien que nous avons recouvré la liberté à partir du moment où il n'y avait plus d'Allemands pour nous, ni de gendarmes pour nous surveiller. En ce qui me concerne, bien sûr que j'étais très content de savoir que le camp était libéré, que j'étais libre à nouveau, que je pourrais retourner chez moi, que je pourrais remanger la cuisine faite par ma mère, mais je n'avais aucune nouvelle de mes parents. Mais je savais qu'ils n'avaient pas été faits prisonniers. Alors que d'autres qui étaient dans ce camp avaient peut-être suivi déjà des pères, des mères, des frères ou des sœurs qu'ils avaient malheureusement devancés dans le camp et qui avaient été déportés. Pour cela, la libération n'était que leur propre libération physique, en définitive. Mais ne leur donnait pas un esprit de liberté dans la tête, parce qu'ils savaient qu'il leur manquerait certains proches. Donc tout le monde ne pouvait pas partager le même bonheur. En 1944, le 12 mai, j'ai été arrêté par les Allemands et la Gestapo. Et la milice aussi. Ça se passait à Aix-les-Bains. Nous étions à Val d'Isère pendant 8 mois. Les Allemands sont montés quand la route a été débloquée et nous ont donné 24 heures pour descendre. Pourquoi vous étiez pendant 8 mois à Val d'Isère? Parce qu'on était cachés là-bas. On était à 2000 mètres d'altitude. C'était qui? Mon frère et moi. Et en montant, les Allemands sont arrivés, ils ont fait mettre tout le monde, tout le village. Il n'y avait plus de saison, il n'y avait plus rien. Ils ont dit voilà, tous les gens qui ne sont pas du pays, il faut descendre. Il ne faut plus rester à Val d'Isère. Et nous sommes descendus, rejoindre ma mère qui est à Aix-les-Bains. Arrivé à Aix-les-Bains, on a été dénoncés. Dénoncés comme? Dénoncés, comme quoi il y avait des juifs qui étaient dans l'immeuble. Et quand ils nous ont arrêtés, la milice et la Gestapo, au bout d'à peu près 2 heures, on ne s'est pas rendu comme ça. On a commencé à se cacher, à fuir du 3e étage. Ils ont couru après nous, et la mitraillette, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ils nous ont arrêtés. Et là, ils nous ont bien cassé la gueule, comme il faut. Et ils voulaient... À la mère aussi? À ma mère aussi, la même chose. Et une fois qu'ils nous ont bien cassé la gueule, ils nous ont dit maintenant, vous allez venir avec nous, vous êtes des maquisards. Comme on était bien bronzés, moi j'avais des bottes italiennes. Vous êtes des maquisards, on va vous fusiller. Et ma mère dit non, c'est pas des maquisards, c'est des juifs. Ah, pour les juifs, c'est une autre mort. Alors, ils nous ont enlevés. Et ils nous ont dit, vous, c'est Drancy. Ils nous ont envoyés à la prison de Chambéry, de Chambéry à Lyon, et de Lyon à Drancy. Je suis arrivé à Drancy le mardi 8 août 1944, c'est-à-dire quelques jours après la dernière déportation qui a eu lieu de ce camp de Drancy vers les camps de concentration de l'Allemagne. Arrivé à Drancy, on passe devant une sélection, devant les effectifs, et ma mère dit, moi, excusez-moi, moi je ne suis pas juive. Ah bon, vous n'êtes pas juive? Alors, on va faire une enquête. Qu'est-ce que vous êtes? Elle dit, moi je suis orthodoxe, je suis russe. Ils ont fait venir le peuple,
Et ma mère, comme elle s'appelle Markov, il n'y avait pas de problème. Le peuple a dit non, 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 c'est pas des juifs. Et nous sommes restés à Drancy en suspens. C'était le 12 mai. Ça se passait le 12 mai, la date de notre arrestation. Et là, on est resté, la déportation du 30 mai, on a évité. Toujours enquête. Et on passe devant une commission. Moi, je passe devant le professeur Mentondon, qui me reconnaît 100% à rien. Et devant la commission, il y avait Brunner, le commandant du camp qui était là, qui me dit « Déshabillez-vous ». Mais il y avait l'interprète qui s'appelait à ce moment-là Les Chaussures André, Lévy, qui me dit « Déshabille-toi, enlève ton pantalon ». Il me dit... Et le commandant du camp, il dit, mais il est coupé. Et moi, je lui dis, non, c'est pas coupé, c'est usé. Il dit, comment, qu'est-ce qu'il a dit? Et l'interprète, il dit, ausgenutzt. Il dit que c'est usé. Ah bon, d'accord. Alors oui, il est 100% le type arien, il est grand, il est blond. Allez, pas juif, demi-juif. Al-Beyoud, il dit, demi-juif. Et c'est comme ça que nous sommes restés au camp de Drancy. Sans être déportés. Sans être déportés. Je ferai un petit retour en arrière, puisque en mai 41, Pucheux, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire police, Pucheux a ordonné l'arrestation des Juifs étrangers qui habitaient Paris ou la banlieue de Paris. Ils habitaient le quartier rue des Rosiers, rue des Hospitalières Saint-Gervais, place des Vosges. C'étaient des étrangers, polonais pour la plupart, certains tellement peu assimilés à la France qu'ils ne parlaient pas le français, ni même le polonais, mais seulement le yiddish. Ils étaient chez eux, tailleurs en chambre, coupeurs, brodeurs, sortant très peu, très serrés entre eux. On les a décrétés étrangers en surnombre et on les a arrêtés. Ça fait la première rafle de juifs, mai 41. On a ouvert pour les recevoir les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. J'étais à l'époque à la Croix-Rouge et, chose étonnante, Pucheux, en ordonnant ces arrestations, a déclaré « Je veux bien que 2 assistantes sociales aillent dans les camps de juifs s'il y a des volontaires ». Une de mes collègues, Yvonne Cocher et moi, nous avons été volontaires. Je suis donc partie pour Beaune-la-Rolande et elle pour Drancy, où nous occupions donc de ces exclus qui étaient ces étrangers arrêtés parce que juifs étrangers. Je suis arrivé à Drancy le 4 août 1939. C'était donc votre premier poste? Exactement. Oui. Et alors, la caserne de Drancy occupait à l'époque 14 pelotons. Et le 15e, comme je vous ai dit, il était au bastion 14. Ce qui faisait une moyenne par peloton, une quarantaine de bonhommes, mais tous n'étaient pas complets. Il y avait quelques vacances, voyez-vous. C'est-à-dire qu'au total, il y avait à peu près combien de personnes? Ben écoutez, 14 fois 35, mettons, voyez-vous. C'était donc en juin 1940. J'étais au 136 de la Légion Jaurès, juste en face du camp, c'est-à-dire que vous avez le camp de Drancy, vous avez ce fer à cheval qui existe là. C'était au départ, c'était prévu pour faire à l'époque, ça s'appelait des HBM, c'est-à-dire habitations à bon marché. Ça n'avait jamais été loué. Parce qu'au début, n'est-ce pas, le camp, il y a eu des prisonniers français. Oui, Voilà, alors ça, c'est voilà. ça que j'aimerais que vous expliquiez. Tout au début. Au mois de mai, alors mai-juin. Hein, Mai-juin, fin mai, juin, voyez-vous. Quand nous sommes rentrés. Nous avons trouvé, il y avait des arrivages de prisonniers. Il y avait des militaires, il y avait des douaniers, il y avait des gendarmes, il y avait toutes sortes. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Ensuite, ils ont été remplacés par les Juifs, hein, parce qu'ils ont fait des rafles, non seulement à Paris, également en province. Alors là, ils ont mis les Juifs dans le fer à cheval, il y avait tous les Juifs. Seulement voilà, les choses se sont aggravées. On a arrêté les Juifs français du 16e en particulier. On a parlé des avocats du 16e. Ça a été Drancy. On m'a muté à Drancy en septembre 41. Et alors, mademoiselle Roland, assistante sociale qui habitait Pithiviers, a été chargée des 2 camps, Pithiviers et Beaune. Moi, je suis arrivée à Drancy. Nous voilà donc à Drancy.
Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une atmosphère très différente de celle du Loiret. C'était des gens cultivés, français, de grosses valeurs, en effet un bon nombre d'avocats, un sénateur, des directeurs d'usine, des gens tout à fait remarquables et qui ne s'étaient pas du tout mis à l'abri parce que, anciens combattants, ayant été français, de bons français, utiles à la France, ils ne pensaient pas qu'ils seraient arrêtés. Et c'est donc devenu le camp de concentration oui. pour les Juifs, je ne sais pour plus les à Juifs. quelle période. Oh, ça arrivait par autobus. Oui. Et le matin, par autobus. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la propagande que je vous parlais tout à l'heure, les Allemands ont fait croire que les Juifs qui étaient là venaient au camp, c'était un camp de transit. Oui. Ils repartaient ensuite en Allemagne pour aller travailler en Allemagne à la place des Français, et qu'à chaque fois qu'il y aurait des Juifs qui partaient là-bas, il y aurait des Français qui seraient libérés. Ça a donc été la plus grande indifférence. Et nous arrivons en 1942. Au printemps 1942, j'ai été chassée de Drancy pour excès d'activité. Évidemment, je faisais des liaisons avec les familles. Les familles n'avaient pas le droit de venir à Drancy. Pour le change de linge, c'était très compliqué. Nous avions fait une permanence dans un camion de la Croix-Rouge sur la place Jean Jaurès, où les femmes apportaient le ballot linge propre, on leur donnait le ballot linge sale. Vous imaginez comme c'était confortable en hiver de faire ça sur la place Jean Jaurès à Paris. Parce que les femmes n'avaient pas le droit de venir jusqu'à Drancy. Tout devenait de plus en plus sévère, de plus en plus terrible. Parce qu'au début, nous avions l'autorisation de garder les Juifs. C'est-à-dire, on rentrait dans le camp. Dans les chambres, on avait une liste, on faisait l'appel, on les pointait. Sous notre responsabilité, s'il y avait eu une évasion, les Allemands, ils étaient là. Et puis il y avait des gendarmes qui, dans le chemin de ronde, entre les miradors, qui faisaient la ronde, comme ça, les 100 pas, si vous voulez. Et ensuite... Et qui surveillait quoi? Comment? Surveiller s'il n'y avait pas une évasion. Oui. Et parce qu'on était rendu savez, responsable. Vous étiez chargé de tirer s'il y avait des tentatives? Non. On n'avait pas d'ordre de tirer. Non. D'alerter, bon, puis de prendre le gars là, dans le phare, là, puisqu'on avait des grands des projecteurs. Mais non, on n'avait pas le droit de tirer. C'est interdit. Des Juifs, hein. J'ai eu la chance d'arriver à Drancy à la fin, et probablement que si vous aviez à ma place dans ce fauteuil un rescapé des années antérieures, il vous tiendrait certainement pas, malheureusement, le même discours que moi. Car à cette époque-là, effectivement, le camp de Drancy, qui était mal connu, était vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un lieu de dispatching. Partait vers des destinations inconnues que l'on désignait sous le sobriquet de Pitchpoy. Les arrivées de toute la France se succèdent, et bien entendu aussi les départs. Tous les jours, nous entendons les coups de sifflet qui annoncent une arrivée des grandes villes ou des petits hameaux. Les uns sont arrêtés parce qu'ils se montraient, et les autres parce qu'ils essayaient de se cacher. Les uns étaient trop en règle, et sont arrêtés parce qu'ils portent l'étoile, et ceux qui ne la portent pas sont arrêtés parce qu'ils ne sont pas en règle. C'était de plus en plus dur, de plus en plus sévère. On a imposé le port de l'étoile jaune. Alors ça a provoqué des arrestations parce qu'on arrêtait pour des riens. Je me souviens d'avoir vu arriver un jeune qui a été arrêté, il avait 17 ans, 18 ans, arrêté parce qu'il avait été à l'aquarium du Trocadéro. Quand on est juif, on n'a pas le droit d'aller dans des lieux publics. Dans les jardins publics, le Luxembourg, il devait contourner le Luxembourg, il n'a pas le droit de traverser. Il y avait toutes sortes de vexations épouvantables. Alors, la situation s'est toujours aggravée et ont commencé les déportations. Donc ils partaient de la cité de la Muette en autobus avec des gendarmes et un Allemand. Ah, il y avait des Allemands, il y en avait plusieurs. Plutôt des Allemands. Il y en avait plusieurs, oui. Plutôt des Allemands. Oh, il y avait qu'un gendarme souvent, par autobus. Et puis, quel trajet? Eh bien, le pont de Bobigny, et puis ils débarquaient. La gare est en dessous du pont. La gare était juste en dessous. C'est une gare désaffectée. Je ne sais même pas ce qu'ils vont en faire. S'ils ne vont pas la vendre, je ne sais pas quoi. Et là, ils les embarquaient dans des... Sur le Bourget aussi. Ils les embarquaient dans des wagons. Oui, enfin... Alors évidemment, ils étaient entassés, il paraît. Hein. Le lendemain, des autobus arrivèrent et chargèrent la marchandise humaine afin de l'amener dans les wagons à bestiaux qui stationnaient à la gare de Noisy-le-Sec. Ils sont assis à 60 dans les wagons. Les femmes, hommes, enfants, malades. Il n'y a pas d'air. 2 impostes par wagon
bouchés par une planche. Dans chaque wagon, 2 seaux d'eau. Une fois les seaux vidés, ils serviront de seaux hygiéniques. La seule chose qu'on voyait le matin quand on regardait, je voyais les enfants, il était quelle heure? 8 heures le matin. Tous avec leur petite pancarte, j'ai ça y est, là le départ, on voyait l'autobus arriver, je t'enfile tous les mots, et puis allez hop. En Allemagne, c'était tout. C'est tout ce qu'on savait. On savait qu'ils étaient montés dans des wagons bestiaux. Qu'est-ce que vous pensiez quand... C'était vraiment malheureux de traiter des gens comme ça. Et surtout la séparation des enfants. Alors là, c'était horrible. Séparer les enfants. Ils ont emmenés au Veldiv, je crois, tout ça. Et alors, dans des directions lointaines et qui ne convergeaient pas. Hein? L'un était dans un tel camp, l'autre, il était dans un autre. Mais on n'aurait jamais pensé quand même qu'il puisse se passer des choses comme ça. Non. On les voyait bien partir, on savait qu'ils partaient, mais jamais on serait douté. Des enfants seuls, on ne peut pas penser qu'ils vont travailler quand même, ou des femmes. Moi, je pensais qu'ils allaient faire travailler les hommes. Je pensais ça dans ma tête, dans ma petite tête à l'époque. Et qu'est-ce que vous pensiez pour les femmes et les enfants et les vieillards? Je ne pensais pas grand-chose, je vais vous dire, pour les vieillards. Je me demandais ce qu'ils allaient... Je croyais qu'ils allaient les parquer. Moi, vous savez, moi, ça fait un peu trop loin. Difficile. Vous voyez, l'avenue Jean Jaurès, imaginez-vous avec des barbelés. Puis au bout, comment voulez-vous qu'on les voie? On ne sait même pas s'ils criaient haute. C'était trop loin quand même, il faut être juste. On les voyait simplement monter dans les autobus anciens, là, et partir. Qui assurait la police à l'intérieur du camp, l'ordre à l'intérieur du camp, avant qu'il y ait les SS? C'était un peu nous. C'est un peu nous. Mais enfin, le matin, on rentrait dans leur chambre, je vous dis, on les dénombrait, ceci, cela. Puis le restant, après, ils voyageaient dans le camp, ils allaient aux latrines, ils allaient un peu à l'intérieur du camp, voyez-vous. C'était installé comment, l'intérieur du camp, pour eux? C'est-à-dire, c'était des grandes pièces au début. Des très grandes pièces. Je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus combien ils étaient là-dedans. Mais c'est encore comme maintenant. Et c'était comme sur des pilotis. Il n'y avait pas de bas. Vous pouviez passer en dessous. C'était à une certaine hauteur comme ça. Des grosses colonnes comme ça, de ciment qui maintenaient. Il n'y avait rien. Après, ils ont installé pour faire des magasins pour tout ça. Puis ils ont arrangé. Ils ont coupé ces grandes pièces en plusieurs, je ne sais pas combien, 3. L'odeur dans les dortoirs était nauséabonde. Les malades, les vieillards, les enfants, vivant tous pêle-mêle dans le taudis organisé. Ils avaient un coin, là. C'est un tuyau, un robinet, puis des trous. Puis un bac, puis ils se lavaient là-dedans. Ils allaient en bas faire leurs besoins. Il y avait un grand machin, là, certainement avec un trou, je suis jamais rentré dedans, et puis 2 pieds, Donc c'était des conditions sanitaires... déplorables. Oui, pour ça. Puis se laver et tout ça. Puis en communauté, les hommes, les femmes, n'importe quoi. Hein? Est-ce que vous savez s'il y avait une prison dans le camp? Non. J'ai jamais entendu parler de prison. Les prisonniers de la Résistance venant de Fresnes, du Cherche-Midi, du Fort Montluc sont séparés des autres internés dès leur arrivée à Drancy jusqu'au jour de leur déportation. Battus, torturés d'abord, ils sont condamnés à vivre dans des cachots sombres et humides, privés d'air et de lumière, n'ayant droit qu'à une soupe tous les 2 jours. Aussi bien en été qu'au moment les plus durs de l'hiver, ils sont dépouillés de tous leurs vêtements. Cette prison était un petit carré, je sais pas, ça devait être, je sais pas moi, peut-être 10 mètres carrés, hein, et nous étions, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine, et on ne pouvait pas dormir, nous allonger. Alors on s'allongeait il y en avait 4-5 qui s'allongeaient, qui dormaient pendant 1 heure ou 2. Et à ce moment-là, on les réveillait, c'était 4-5 autres qui prenaient leur place. Sans faire les brutalités qu'ils ont faites. Vous dites, à Drancy, j'en ai pas vu une avec les SS. Hein. Ils gueulaient, d'accord. Ils criaient fort. Mais alors, jamais j'ai vu un coup de crosse ou n'importe quoi, jamais. D'ailleurs, eux, ils n'avaient pas de crosse ni rien. Il y avait un officier, un capitaine,
Il y avait un Feldwebel, c'est-à-dire un adjudant, puis il y avait 3 sous-officiers, je crois, 3 ou 4. C'est que chaque fois, au début de mon internement, qu'arrivaient des autobus avec des internés, il fallait qu'on se réfugie dans nos chambres et qu'on ne regarde pas. Qu'on ne dévisage pas les internés qui arrivaient, car là, les Allemands tiraient dans les carreaux immédiatement. Il ne fallait pas qu'on dévisage les gens qui arrivaient. Nos tortionnaires ont de l'imagination. Ils inventent tous les jours de nouveaux supplices. Et surtout, ils ont une vieille expérience. Tantôt, ils font ramper des hommes sur les coudes et sur les genoux dans le mâche-fer et tirent des coups de feu derrière leurs talons. Tantôt, ils les font tourner en rond jusqu'à ce qu'ils tombent et à coups de pied et de matraque, ils les font se relever. Et est-ce que vous avez été gêné par certaines activités du camp Gêné à quel point de vue? Je ne sais pas, ne serait-ce que les miradors, les projecteurs, ou bah alors les projecteurs, oui. Ah bah oui, Voilà, les projecteurs. Mais à l'intérieur, je ne sais pas. Ah non, on n'entendait jamais rien. rien. Vous n'entendiez rien. Ah non, rien. Non, on ne peut pas dire qu'on entendait les gens être torturés, c'est pas vrai, on n'entendait rien, on ne peut pas le dire. S'ils ont torturé des gens, on ne l'entendait pas d'extérieur. Ou alors ils les mettaient dans les sous-sols. Il y avait des sous-sols. Il y avait des sous-sols, mais là, ça, on n'entendait jamais rien. Et on n'entendait pas du bruit de gens qui étaient dans la cour, rassemblés dans la cour. Ah, bon, on ne pouvait pas, ça fait trop loin. Écoutez, vous ferez attention si et en vous plus, ressortez. j'avais l'impression qu'ils n'avaient certainement pas le droit de parler, qu'ils devaient avoir certainement, comment dirais-je, être considérés comme des prisonniers de droit commun et pas avoir le droit de parler entre eux quand ils étaient dehors, parce qu'on n'entendait rien du tout. Donc vous avez fini par vivre avec ce camp? Ah ben vivre avec le camp, il existait. Il existait, dans ces cas-là. Excusez-moi, les Allemands les ont achetés. On vivait avec. Et il n'y a eu aucun gendarme qui, à Drancy, n'a pas supporté et a démissionné ou a fait quelque chose cet homme? J'en ai pas connu, non. Il y en a qui ont démissionné, mais pour ne pas partir en Indochine. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, les gendarmes, ils étaient sous les ordres des Allemands, donc. Et pas de Vichy. Ah non. C'était les Allemands d'ici, oui. Oui, oui, les SS. Ici, mais Vichy s'en occupait pas du tout. Non. C'était les Allemands. Hein. De qui receviez-vous vos ordres? Nous, c'était de l'officier. Hein. Français? Et l'officier, il y en avait de l'officier allemand. Oui, mais enfin, eux, ils avaient les ordres aussi des officiers allemands, certainement. Mais c'est ce vous étiez... C'est ce que je te dis. On me demande si vous étiez fonctionnaire de l'État français. Voilà. Vous étiez de toute façon fonctionnaire de l'État français. Automatiquement. Un coup, on est fonctionnaire, après, on est militaire. Quand il y a des avantages, on est fonctionnaire, puis quand il y a des désavantages, ben, on est militaire. Non, on dépend. À l'époque, c'était le ministère de la guerre. Hein. Maintenant, c'est Défense nationale. Ça change les mots, c'est toujours les mêmes. Hein. Est-ce qu'on peut vous demander quelles ont été vos motivations? Je n'en sais rien, je n'ai pas choisi. J'étais assistante sociale, j'étais française, je souffrais de l'occupation des Allemands, j'étais plutôt opposée à Pétain et à Laval, et puis ben, je désirais me rendre utile, et ben, voilà, sans réfléchir. On a appelé, il n'y a pas beaucoup de volontaires, j'étais appelée, puis je suis partie. Absolument sans savoir ce qui m'attendait, ce que je ferais. Je ne connaissais rien, mais rien à la question juive. Je ne savais pas le yiddish, je n'étais pas juive. Évidemment, de culture protestante, l'Ancien Testament, bon. Mais pour moi, je ne faisais aucune différence entre les juifs et les autres. Vous pouvez nous parler du portrait que vous nous avez apporté? Eh bien, j'étais au camp de Beaune-la-Rolande, et un homme qui s'appelait Zilberberg a été à l'hôpital, là où il y avait cette sœur tellement remarquable. Moi, je logeais à l'hôpital, et puis Zilberberg m'a dit qu'il avait envie de faire mon portrait, que ma tête l'intéressait, quoi. Alors j'ai dit oui, et j'ai été contente qu'il fasse mon portrait, parce qu'à l'époque, ben, j'étais plus agréable à regarder que maintenant. Et aussi, il a mis une très chic petite dédicace, parce que, après tout, j'étais française, je représentais la France, eux avaient été arrêtés par la France comme juifs étrangers. Alors des juifs étrangers, moi, représentant la France, je venais en prétendant les soulager, alors que j'avais contribué au pays qui les arrêtait, ça ne collait pas. Ce qui fait que quand ils ont mis que je représentais pour eux étrangers la vraie France, ben, j'ai trouvé que c'était très chouette. Et j'ai été très contente de voir ce portrait que j'ai emporté. C'est mon seul souvenir des camps juifs.
32 faces. C'est un peu pâle. Voilà. J'étais jeune à l'époque, c'était en 41, j'étais née en 1909, vous voyez quel âge j'avais. Alors moi, je tenais le salon de coiffure à Drancy. C'est-à-dire? Ben, on coupait les cheveux à tout le monde, on tondait tout le monde qui partait en déportation. Voilà. Est-ce que vous saviez où ils allaient? Bien sûr, on leur donnait des limes, on leur donnait des pinces, on leur donnait tout ce qu'il fallait pour s'évader, on savait. Nous, on nous avait dit, il ne faut surtout pas aller plus loin que Drancy, hein, parce qu'après c'est la mort, certaine. Non, mais jamais. Pardon. J'ai dit jamais, on aurait pensé quand même hein, qu'ils Oh non, qu'ils allaient les exterminer comme ça. D'ailleurs, on ne parlait pas à l'époque de four crématoire. Hein. D'ailleurs, ça a été institué après, hein, le four crématoire. Mais on n'en savait rien, nous. On n'en savait rien. Moi, je vous dis, je croyais qu'ils allaient les parquer puis dire, vous êtes ici, les Juifs, hein, il n'y en aura qu'à un seul endroit, il n'y en aura pas en France, il n'y en aura pas en Allemagne, il n'y en aura pas en Pologne. Vous serez tous là. Moi, je pensais que c'était ça. La résistance n'a pas essayé d'aider à des évasions. On peut pas pu. À l'époque, c'était guère possible parce que vous avez ce camp de prisonniers qui était entouré de barbelés. En plus de ça, je crois bien qu'il y avait même des chiens. Si oui, il y avait des chiens aussi, oui, oui. Sont exacts. Il y avait des miradors. Un mirador, oui. Et avec des projecteurs qui tournaient toute la nuit. Moi, je sais, je le voyais passer dans ma chambre. Donc vous habitiez en face? Ah, juste en face. On avait une mirador qui était juste devant nous, on pouvait être ailleurs. On ne pouvait pas être ailleurs, on le voyait très bien. Mais alors là, toute la rue était, comment dirais-je, barricadée par du barbelé, tout autour, jusque le périmètre qui tourne jusqu'à l'autre rue qui est derrière, là, sur l'avenue Henri Barbus. C'était vraiment impénétrable. Mais je vais vous dire, avec les employés de chemin de fer, quand on voyait que c'était pour l'Allemagne, les employés de chemin de fer, ils connaissaient. Il dit, allez, on va lancer cette rame-là. Il lançait la rame sur un butoir, le charbon s'éparpillait. Voilà, il dit, tiens, encore ça de moins pour eux. Le vin, ils avaient des vrilles. Ils vrillaient le foudre, c'était des foudres qu'ils avaient là. Ils vrillaient ça. Allez, apporte ton bidon. Allez, hop. Puis après, ils laissaient couler quelquefois. Oh, ils en ont fait, hein, les employés de chemin de fer. Évidemment, en connivence avec nous, puisqu'on était avec eux. On les connaissait. Oh là là. Est-ce qu'il y a eu des sabotages de cet ordre pour les convois de Juifs qui partaient? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que les Juifs partaient. Ils partaient dans la journée. Et là, ça se passait la nuit, ce qu'on faisait là. Voyez-vous? Ça se passait la nuit. Alors, ils pouvaient foutre les machins contre les butoirs et tout ça, et puis prendre le pinard qui allait sur l'Allemagne. Mais les Juifs, je crois pas. Aloïs Brunner, le vrai chef du camp, celui qui a l'imagination la plus fertile, le véritable instigateur de tous les camps de travail, de représailles et d'extermination, fait encore marcher son cerveau de sadique et d'halluciné. Rien ne peut le distraire de son travail. Il n'est sensible ni aux femmes, ni à l'argent, ni au vin. Il n'aime pas la nature, ni le sport, ni l'art. Il n'a qu'un but, exterminer les Juifs. Nuit et jour, il dresse des listes, trouvant des nouveaux Juifs parmi les devis juifs, classant déportables les conjoints d'Ariens. Ne pouvant plus rafler assez vite du monde dans les villes et dans les villages, n'ayant plus à sa disposition les trains et wagons nécessaires, ne pouvant plus compter sur l'appui de personne, il fabrique de nouveaux Juifs. Les Turcs, les Russes, les Américains, les Suisses, les Espagnols, les Portugais deviennent des apatrides après qu'on leur ait retiré leur passeport. Les musulmans, les catholiques, les protestants, les coptes deviennent des juifs. Vous savez, la rumeur est quelque chose de fantastique. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu arriver des militaires ou des civils en clamant « vous êtes libérés, vous pouvez partir ». Les souvenirs que j'ai, moi, de ce que j'ai pu voir et entendre, c'est que j'ai bien vu des Allemands qui consumaient leurs archives, ce qui me laissait quand même à penser clairement qu'il se passait quelque chose de très grave pour eux. Et d'autre part, un matin, en sortant dans la cour, nous sommes aperçus que les gendarmes n'avaient plus leur mitrailleuse de pointer sur la cour et qu'il n'y avait plus d'Allemands, et la rumeur a couru que les Allemands étaient partis dans la nuit. Ils sont barrés tous comme ça au fur et à mesure, hein.
Et avant de partir, ils foutaient une dynamite, quelque chose dans le moteur des autobus. Paf, ça pétait. Alors l'autobus inutilisable. Et ils s'en allaient comme ça. Quels autobus? Les autobus étaient là pourquoi? Pour les emmener. Encore? Non, mais c'était des autobus qui avaient servi pour emmener les Juifs et tout ça. Oui. Ils en avaient tout un tas. Ils en avaient tout un tas qui restaient dans leur camp. Oui, ils ne voulaient pas en laisser là comme ça, qu'ils soient utilisables. En août 1944, la Gestapo, c'est-à-dire la police allemande, a quitté Paris. En août 1944, la Gestapo a passé ses pouvoirs à la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'était l'armée. L'armée allemande, on pouvait avoir affaire avec. La Gestapo, c'était effroyable. Donc la Gestapo fiche le camp, passe ses pouvoirs à la Wehrmacht. Mais la Wehrmacht avait autre chose à faire en août 1944 que de s'occuper des camps et des prisons. Les Alliés étaient pratiquement aux portes de Paris. L'armée devait combattre, l'armée allemande. Hein. Voilà que le 17 août 1944, la Wehrmacht, ne pouvant pas s'occuper des camps et prisons, passe ses pouvoirs à M. Nördling. M. Nördling était consul de Suède, pays neutre, qui avait su rester neutre pendant toute la guerre. M. Nördling, donc investi par les Allemands, prend la charge de libérer les camps et les prisons de Paris et région. Nous ayons été alertés à la Croix-Rouge, nous sommes toutes réunies. M. Nördling est venu avec le président de la Croix-Rouge, et là une séance que je n'oublierai jamais. On a dit qui veut être chargé de libérer Romainville, Fresnes, le Cherche-Midi, Drancy. Alors comme j'avais été chassée de Drancy pour excès d'activité, j'ai demandé à être chargée de libérer Drancy. Alors j'ai été déposée à Drancy vers 5 h de l'après-midi, le 17 août 1944, un jeudi 17 août 1944. Je me plais à dire que c'était mon jour de gloire, parce que vous pensez la joie que j'avais, moi qui avais été chassée de Drancy, d'apprendre que j'étais là, chargée de libérer Drancy. Je suis installée là, mais il ne suffisait pas d'ouvrir la porte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais Paris n'était pas libéré le 17 août 1944. Paris n'a été libéré que le 24 et 25 août. Je vous parle du 17. Les Allemands étaient encore là. Il n'y avait pas de transport en commun. Il n'y a pas de ravitaillement sans ticket, et encore même avec ticket. On ne pouvait pas ouvrir les portes et dire allez-vous-en. Il y avait encore des Allemands partout. Donc nous avons dit aux internés, voilà, vous êtes libres, vous pouvez sortir si vous voulez, mais si vous sortez, vous rencontrez encore des Allemands, il n'y a pas de bus, vous ne saurez pas où aller. Alors, il faut quelques jours pour organiser la libération, et nous allons nous en occuper avec vous. Ils ont été d'accord, ce qui fait que on a renvoyé, c'était Aloïs Brunner qui commandait Drancy, on dit à Aloïs Brunner, allez-vous-en, c'est maintenant la Croix-Rouge et Mademoiselle Monod qui dirigent le camp, et vous n'avez qu'à vous en aller. Il est parti comme ça, comme on dit, les mains dans les poches, on ne l'a pas arrêté, il est parti. Après, bon, autre histoire. Ils avaient décidé donc de prendre un certain nombre de résistants, des résistants les plus, disons qu'il y avait les plus importants, et des otages, c'est-à-dire des personnalités juives très importantes, et de nous mettre ensemble dans ce wagon, dans le cas où le train de DCA serait arrêté par les troupes américaines ou anglaises, qu'ils puissent monnayer, que ces SS, que ce Brunner, Brückler et les autres Allemands puissent monnayer leur vie contre les otages qu'ils détenaient dans ce wagon. Alors donc, parmi les personnalités qu'il y avait à Drancy, il y avait une des plus grandes personnalités qui était Marcel Dassault. Il y avait la famille Cohn, qui sont un peu de la famille à Rothschild. Et il y avait la princesse Galitzine. Alors ça aussi, c'est un fait assez extraordinaire. C'est une princesse russe, une vraie princesse, qui n'est pas juive, et qui était de la famille du tsar, hein, et qui avait sauvé des juifs en les cachant, en les envoyant dans la zone sud, en essayant de les soustraire aux Allemands.
J'étais très présent même dans le camp au moment où mademoiselle Monod est arrivée. Je me souviens d'une personne grande, très mince, blonde, très sympathique. Et le seul souvenir dont j'ai vraiment, c'est qu'elle m'a remis un laissez-passer de façon à pouvoir franchir les barricades à Paris sans encombre. Le 15 août, nous, on est partis. On a fait le mur avec mon frère et on est parti dans Paris, faire un saut, à pied. En laissant votre mère En laissant ma mère, on a dit maintenant, ça y est, t'es sauvé et on part plus. C'est la Croix-Rouge suédoise qui nous a libérés. Vous pouvez nous raconter? Hein? Vous pouvez nous raconter? Oui, la Croix-Rouge suédoise est arrivée parce qu'on est revenu chercher ma mère après. Nous, on est revenu le 17, la chercher. Et ils nous ont donné 10 francs. Voilà 10 francs et avec ça, il fallait vivre. Alors, mes deux jeunes frères qui étaient, Jo et Maurice, qui étaient à Rumilly en Savoie, sont arrivés parce qu'ils savaient, ils sont fait du stop, ils sont venus comme ça. Et en arrivant à Paris, ils sont arrivés avec Liancourt. Et quand ils nous ont vus, ils ont dit, mais on savait que vous étiez arrêtés. Ils savaient qu'on était arrêtés avec ma mère. Et ils ont dit, mince, vous êtes là, mais alors, où est papa? J'ai dit, papa, il n'est pas revenu, lui. C'est le seul qui a été à Auschwitz, qui a été déporté et qui n'est pas revenu. C'était en quelle année? Et ça se passait en 1944, à la libération de Paris. Non, l'arrestation de votre père. En 1943. Voilà. Et c'est le seul qui était dur comme de la pierre et qui disait, il ne faut rien, pas avouer et tout, qui a été déporté. Il a payé pour tout le monde. Voilà. Nous approchons de l'été 1944 et nous trouvions donc dans ce quartier général de la rue de Grenelle, lorsque nous avons pensé bien entendu Drancy, et c'était le point de mire. Nous voulions non pas libérer Drancy, parce qu'il n'y avait pas lieu de libérer Drancy, qui devait se libérer, encore que on ne savait pas très bien finalement ce que les Allemands feraient avant la signature des accords, vous savez, de l'hôtel Meurice. Et dès le 19 août, je crois que c'était le 19 août, nous avons donc décidé d'entrer dans Drancy. Je ne vais pas vous arrêter. Avant cette date, oui, est-ce que la résistance juive avait essayé d'entrer en contact avec le camp de Drancy ou avec la résistance de Drancy? Non. Nous n'avions pas de contact du tout avec Drancy ou l'intérieur de Drancy. Nous n'avions pas de contact du tout. Nous avions envisagé plusieurs fois de tenter une action, évidemment, entre Drancy et Bobigny, mais chaque fois nous avons dû renoncer parce que nous n'étions pas de force. Nous avions en face de nous les Allemands étaient puissamment armés et nous n'avons pas la possibilité de lutter contre eux. Des résistants sont venus dans la nuit et voulaient libérer Drancy. Alors j'aurais dit, mais oui, justement, vous avez raison de poser la question, ils sont venus, ils voulaient avoir la gloire d'avoir libéré Drancy. Mais j'aurais dit, mais écoutez, nous y sommes et nous libérons. Ils voulaient ouvrir et flanquer tout le monde dehors. J'aurais dit, mais non, vous les mettez en danger en les flanquant dehors. Il y a encore les Allemands. Ils voulaient avoir le beau geste de dire, nous avons libéré. Mais non, il fallait la sécurité des gens. Il ne s'agit pas d'avoir le beau geste de dire, on les flanque dehors. Il fallait être un peu réaliste. Et alors? Eh bien, ils ont bien voulu faire demi-tour et s'en aller. Et quelle a été la réaction des internés quand ils ont appris qu'ils pourraient sortir? Quand j'arrivais, eh bien, je suis entrée dans la cour, ils m'ont porté en triomphe. Il y en a quelques-uns que j'avais connus, je me souviens, le petit Lévy des chaussures André, est-ce qu'il vit encore? Le patron des chaussures André s'appelait Lévy, Émile Lévy, on appelait le petit Lévy. Et puis un avocat qui s'appelait Roland Fin. Ils m'ont porté en triomphe dans la cour du camp. Alors, les hommes ont sorti les chalits de leur chambrée, et ils ont flanqué dans la cour et secoué pour faire tomber un peu les punaises. Et puis ils ont enlevé leurs étoiles jaunes, alors par terre il y avait des étoiles jaunes, puis les chalits dehors, ils ont dormi dehors, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais évidemment, on ne pouvait pas ouvrir la porte et dire allez-vous-en. On a ouvert les portes, mais ils ne sont pas partis. Moi je voulais revenir sur la libération du camp de Drancy. Oui. Vous étiez là donc pendant la libération du camp de Drancy. Et je voulais savoir si vous aviez vu de quelle façon s'est organisée la libération des Juifs, en fait. Est-ce que les Juifs sont partis tout de suite ou est-ce que quelqu'un est venu les aider pour évacuer le camp ou... Non, ils sont partis. J'étais pas présent, mais ils sont partis. Ils sont partis. Une fois de temps en temps, ils sont partis. Comprenez-vous? Non, ça a été sans histoire. Ça a été sans histoire.
Puis quand même, je vois pas pourquoi que les autres... Non. Non, il n'y a eu aucun problème. Aucun. Non. Est-ce qu'on les a aidés pour trouver un point de chute ou quelque chose comme ça? Ben, une adresse ou... Ils avaient encore leur appartement à Paris, tout ça. Ils avaient encore leur appartement? Ben, bien sûr. Vous pensez qu'ils auraient pu retrouver? Je pense, oui. Je pense, oui. Je pense pas que leur appartement a été occupé. Il a peut-être été occupé par des gens, tout ça. Mais je crois pas qu'on ait fait autre chose. Je dis pas qu'ils n'ont pas pris les biens. Ils ont certainement pris des biens. Et vous savez que les Juifs, c'était des hommes avec beaucoup d'argent. La majorité. La majorité. Et le 17 août, le camp semblait plein. Est-ce qu'on peut évaluer? Il y avait à peu près 2000. À peu près 2000 entre hommes, femmes et enfants. Il y avait des bébés. Combien d'enfants à peu près? Je ne sais plus. Je sais qu'on m'a dit qu'il y a un homme qui est au cachot, qui est puni, et il faut aller le libérer tout de suite parce qu'il est dans les chaînes. Alors nous avons été tout de suite au cachot libérer cet homme et remis en état ordinaire. Les enfants, ben, ils étaient à l'infirmerie, ils ont été libérés avec les autres. On ne pouvait pas aller plus vite, vous savez. Vous savez, faire tout ça en 4 jours, hein, c'était du boulot, parce que c'était autant de cas particuliers. Et où sont allés les gens après alors? Il y en a qui savaient où aller, qui avaient la famille ou des amis. Quand ils ne savaient pas où aller, les œuvres juives, c'est-à-dire la colonie scolaire rue Amelot, l'orpheline de la rue Blargui et un centre de la rue Lamarck, je crois, ou la rue Guy-Patin, il y avait différents centres, on pouvait les accueillir jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Nous sommes là, dans le camp, stupides, ne sachant que faire. Mais au bout de quelques instants, les uns puis les autres réalisent quand même. Eux ont été sauvés. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment. Ils arrachent leur étoile, criant et se bousculant. Ils veulent ouvrir les portes de notre prison, passer à travers ces barbelés, qui maintenant sont devenus sans objet. Ils veulent sortir, prévenir leur famille, fuir ce Drancy d'horreur, ne plus jamais le revoir, retourner à la maison, dans une maison qui n'existe peut-être plus. Ils espèrent retrouver les leurs. Notre travail aussi consistait, en ce qui nous concernait, c'était de libérer les appartements qui étaient des appartements qui appartenaient à des familles juives et qui avaient été pris par soit des concierges, soit des habitants des environs, hein, qui, comme ils savaient que les juifs n'avaient pas le droit à la parole, ils occupaient donc les appartements, ou les juifs qui étaient planqués. Donc ils rentraient dans les appartements. Et nous étions alors là, principalement, mon groupe faisait ce travail, consistait à faire déloger ceux qui occupaient les appartements pour faire à nouveau rentrer les familles juives. Donc ça, c'était fin août, septembre? C'était, oui, fin août, septembre, oui. Ben, de tout ça, madame, ce que j'expliquais à vos jeunes, là, c'est que nous avons connu, nous, notre génération, la génération d'avant, une plaque sur nos têtes, c'est-à-dire que vraiment, pendant 4 ans, nous avons été privés de liberté. Il faut reconnaître que nous avons eu en France une occupation qui était très certainement, d'après ce que j'ai pu lire, hein, une connaissance ivresque, dans les autres pays. Parce que le grand rêve d'Hitler, c'était... Pardon, vous n'avez pas dit le mot. Qui était une occupation qui était très légère, enfin, très légère, entre guillemets, qui fut plus légère que dans d'autres pays de l'Est, d'après ce que j'ai pu lire. Mais pendant donc 4 ans, nous avons été privés de liberté, le couvre-feu et autres, et là, on l'a mal vécu. On l'a très mal vécu, et c'est pour ça, je disais toujours aux jeunes, une démocratie, c'est très fragile. Vous avez le droit de voter ou voter. Voilà. Et enfin, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre exact, mais si on vous dit que de Drancy sont partis 67 000 juifs, est-ce que vous pensez que... Alors écoutez, il faudrait la faire à une petite opération, comment dirais-je, arithmétique. Dans un bus, il y avait combien de personnes, de Tarset? Je ne peux pas vous dire. Alors là, je ne peux pas vous dire, je vous dis c'est peut-être possible ou c'est peut-être un peu fort.
Je ne sais pas exactement. Exact, 67 000. Est-ce que vous penseriez toujours que c'était une occupation légère? Ah non, mais attention, je parle pour nous à l'extérieur du camp, madame. Je n'ai pas parlé pour ceux qui ont eu le malheur de ne pas être nés en France et autres. Je parle pour nous, Français, où nous n'avons pas eu les mêmes, comment dirais-je, problèmes que dans certains pays qui ont été conquis par les Allemands pendant la guerre. Et vous ne vous êtes jamais posé de questions morales? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que... Je vous ai raconté, quand j'étais môme, parce qu'on ne savait pas où c'est qu'il était le devoir, que faire. Alors moi, je me rappelle, je l'ai dit à madame, quand j'étais gosse, j'avais un livre, c'était Les deux chemins. Alors, un enfant au bout du chemin trouva devant lui 2 routes. Il y avait des pancartes. Où aller? L'enfant ne savait pas lire. C'était un peu nous, ce qu'on se pose. Est-ce qu'il faut aller par ici ou par là? Il y avait des représailles d'un côté. Hein? Puis de l'autre, on était entre le marteau et l'enclume. Voilà. Vous saviez lire, vous? Nous, on vous savait aviez lire. Conscience voilà, comme voilà, lecture. voilà. Ben, je vous dirais que j'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Jamais, jamais. Je ne peux rien me reprocher, je peux dormir tranquille. Je suis pas comme Toulier, moi. Ouais. Non, non, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux après ça? Il n'y a pas de question. On fait le procès de Touvier en ce moment, c'est pas encore assez. Il faut faire le procès de toute la France, de Vichy, qu'ils ont laissé faire ça, les gosses. Quand je voyais les gosses arriver là-bas, et qu'on les déportait, et que les Allemands disaient « vous allez rejoindre vos parents », eh ben je vais te dire, c'est quelque chose. Il fallait le dire, ça. On a laissé faire des gosses, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on les déportait. C'est quelque chose d'atroce. On ne peut pas oublier. Moi, la nuit, j'ai des cauchemars encore. Même maintenant. Vous ne pouvez pas, peu de gens peuvent imaginer le bonheur, la joie des Français à la libération. Je l'ai vécu et jamais, même dans les films les plus grands et les plus... on a pu donner cette impression, cette grandeur. Chaque Français avait le bonheur sur lui, dans chaque geste, dans chaque mouvement. Il respirait le bonheur, il respirait la joie. Le jour qui a été pour moi le jour le plus fantastique et le plus dur, c'est lorsque le 25, je crois que c'était le 24 ou le 25, toutes les cloches de Paris se sont mises à sonner, à toute volée, que je n'avais jamais dans ma vie entendu autant de bruit, de sons de cloches dans ma tête. Et là, j'ai craqué. Ce qui ne m'était jamais arrivé depuis le début de ma capture par les Allemands, c'est-à-dire le vendredi 28 juillet, jusqu'à ce 25 août, là, on entendait les cloches, j'ai craqué. C'est une époque, je dis qu'on ne veut jamais, que tous ceux qui l'ont vécu font tout, et sont toujours capables de tout faire pour qu'elle ne se renouvelle pas. Et on le dit, on le répète, je ne parle plus de la Shoah, je ne parle pas des 6 millions de Juifs et d'autres millions, aussi les centaines de milliers de Tziganes et de tous les résistants, des millions de résistants et de soldats qui sont morts dans cette chose innommable. Mais ce que nous avons vécu en France, ce qu'on a vécu dans un pays
qui était occupé par l'occupant, qui était occupé par des nazis, nous ne vivions pas, ce n'était pas une vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de tout ça, s'il y a quelque chose? Une grande joie, un grand ouf de soulagement, que c'était la réparation de tout ce que j'avais enduré.